Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire un cours destiné aux externes de 4e année, module de cardiologie, intitulé Troubles de rythme supraventriculaire. C'est un sujet normal, donc l'origine de l'activité électrique se situe au niveau du nœud sinusal. Donc la stimulation d'abord dépolarise les oreillettes. Cette dépolarisation s'exprime électriquement par l'onde de P. Puis donc la stimulation est captée par le nord auriculo-ventriculaire et dirigée vers les ventricules par le tronc du faisceau de His. Depuis donc la naissance de la stimulation du nœud sinusal jusqu'à la bifurcation du tronc du faisceau de His est appelé le temps de conduction auriculo-ventriculaire et ça s'exprime électriquement par l'espace Pierre. Puis donc la stimulation dépolarise les ventricules. Cette dépolarisation donc est exprimée par le complexe QRS sur le CG. La fin de la dépolarisation ventriculaire marque le début de la repolarisation ventriculaire et ça s'exprime électriquement par le sigma ST, l'onde de T et parfois donc d'une onde U. Donc un cycle cardiaque normal électrique donc est composé d'une onde P, d'un espace PR, d'un complexe QRS, d'un sigma ST et d'une onde T. Donc, l'électrocardiogramme, c'est l'examen qui explore cette activité électrique par ses dérivations du plan frontal, donc représenté par AVL, D1, D2, AVF, D3 et AVR, et les dérivations du plan horizontal représenté par V1, V2, V3, V4, V5 et V6. Parfois, d'autres dérivations sont nécessaires, surtout dans la cardiopathie ischémique, quand on suspecte un infarctus donc basal, on fait les V7, V8, V9, et quand on suspecte un infarctus du ventricule droit, on fait les dérivations qui explorent le ventricule droit, donc à savoir V3R et V4R. Donc l'intégrité du système électrique cardiaque donne un ECG normal. Donc un ECG normal, c'est un ECG où chaque onde P est suivie par un complexe QRS et chaque complexe QRS est précédé par une onde P. En onde P positive, on dit 1, D2 et négatif, on a AVR. De durée donc inférieure à 2,5 secondes millimètres et donc de durée inférieure à 0,12 secondes. Un espace Pierre de durée comprise donc entre 0,12 et 0,20 secondes. Un complexe QRS fin, donc de durée inférieure à 0,08 secondes. L'axe QRS entre 0 et 90 degrés. Absence d'onde Q de nécrose avec un aspect petit r, grand S en V1 et un aspect QRS généralement en V5 et V6. Transition soit donc en V3 ou en V4. Les indices donc de Sokolov, de Cornell et donc dans les normes, un sigma ST isoélectrique partout, onde de T donc positive partout sauf en V1, AVL et D3 où l'onde de T peut être soit plate ou négative. Donc commençons par les troubles de rythme auriculaire, donc les arythmies auriculaires. Donc c'est des arythmies qui prennent naissance à l'étage auriculaire, donc au niveau soit de l'oreillette droite ou l'oreillette gauche. Donc voilà qu'est-ce qu'on a comme trouble de rythme auriculaire. Donc on a la tachycardie sinusale inappropriée, les extrasystoles auriculaires, la tachycardie atriale ou la tachysystolie, donc appelée la tachysystolie, le flutter auriculaire et la fibrillation auriculaire. Commençons par la tachycardie sinusale inappropriée. Donc, la tachycardie sinusale inappropriée, c'est une accélération du rythme cardiaque sinusal au repos supérieur à 100 battements par minute généralement,
ou à l'effort minime sans cause identifiable. Donc ce mécanisme est mal connu, donc probablement elle est due à une hypersensibilité du nus sinusal à l'adrénaline. Souvent, c'est une arythmie qui est asymptomatique, parfois des symptômes à type de palpitation, essoufflement ou fatigue, donc surtout à l'effort minime à cause d'une accélération inappropriée à la charge du travail. Électriquement, donc, c'est un ECG normal, sauf que le rythme est accéléré, donc une fréquence cardiaque supérieure à 100 au repos. Concernant la prise en charge, donc généralement c'est une arythmie de bon pronostic, donc il faut rassurer le malade. Il faut inciter donc sur le changement de mode de vie, donc il faut éviter les excitants. Il faut motiver le patient pour faire de l'activité physique et une bonne hydratation. Si le patient reste symptomatique malgré le changement de mode de vie, on prescrit donc des médicaments qui agissent sur le nœud sinusal, comme les bêta-bloquants, les anticalciques comme le verapamil ou un inhibiteur des canaux EF comme les vabradine. Donc parfois, malgré le changement de mode de vie et le traitement médical, donc l'arythmie persiste et le patient reste symptomatique avec une fréquence accélérée au repos. Dans ce cas-là, donc on peut faire une ablation du nœud sinusal. Passons au deuxième trouble de rythme auriculaire, donc les extrasystoles auriculaires. Les extrasystoles auriculaires, ce sont des excitations prématurées qui prennent naissance au niveau des oreillettes, soit l'oreillette droite ou l'oreillette gauche. Elles sont extrêmement fréquentes, même chez les sujets donc à cœur sain. Leur fréquence augmente donc avec l'âge ou donc également au cours des myocardiopathies. Les extrasystoles les extrasystoles auriculaires sont le point de départ des autres troubles de rythme quand il y a une pathologie cardiaque. Cliniquement, généralement asymptomatiques, parfois quand elles sont fréquentes, donc elles peuvent donner des palpitations. Ce qui est bon, c'est qu'elles sont sans retentissement hémodynamique et sans retentissement thromboembolique. Sur le plan électrique, donc les extrasystoles auriculaires donnent une dépolarisation auriculaire appelée onde P', de morphologie différente par rapport aux autres ondes P, suivie par un complexe QRS normal et repolarisation normale. Voilà, donc onde P' qui est prématurée, suivie par de morphologie anormale par rapport aux autres ondes P, suivi par un complexe QRS qui est fin, normal, et repolarisation ventriculaire normale. Voilà ici doublé, donc deux extrasystoles auriculaires successifs. Sur le plan donc diagnostic étiologique, souvent donc sont physiologiques à faible fréquence. Parfois, donc, la prise des excitants augmente la fréquence des extrasystoles auriculaires, comme le café, le thé, l'alcool et les drogues. L'intoxication à certains médicaments, comme les digitaliques et les antiarythmiques, l'hyperthyroïdie, les maladies respiratoires chroniques qui retentissent donc sur les cavités droites, toutes les cardiopathies qui retentissent sur les oreillettes donnent des extrasystoles auriculaires. Au début de leur évolution, un stade avancé, donc les extrasystoles auriculaires laissent place à des troubles de rythme auriculaire comme l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Voilà. Sur le plan thérapeutique, donc quand c'est physiologique, on ne donne pas de traitement, il faut juste limiter la prise des excitants comme le café et l'alcool. Et quand c'est sur cœur pathologique, donc il faut traiter la cause. S'ils sont fréquentes, et donc on prescrit les antiarythmiques comme les bêta-bloquants.
Maintenant, donc, on passe à la tachycardie atriale. La tachycardie atriale, donc, c'est un foyer à l'étage auriculaire, soit l'oreillette gauche, soit l'oreillette droite, qui commence à se dépolariser, donc à une fréquence élevée, généralement supérieure à la fréquence du nœud sinusal, et donc il devient dominant. Et électriquement, c'est une tachycardie auriculaire régulière, continue, de fréquence comprise généralement supérieure à 100 par minute, avec rupture à la ligne isoélectrique entre les ondes auriculaires. La conduction auriculo-ventriculaire est souvent variable, donc rarement 1 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire 1 pour 1? Ça veut dire pour chaque onde pi, il y a un complexe QRS, donc la fréquence auriculaire égale à la fréquence ventriculaire. Parfois, donc, une conduction 2 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire 2 pour 1? Donc, sur deux ondes de pi, le nœud auriculo-ventriculaire laisse passer à l'étage ventriculaire une seule dépolarisation. Et dans ce cas-là, donc, la fréquence ventriculaire devient la moitié de la fréquence auriculaire. Voilà, donc sur le plan électrique, il y a donc les flèches ici indiquent les ondes P, donc la fréquence, le rythme auriculaire. Donc on a une onde P ici, un complexe QRS. Donc sur deux ondes de P, donc il y a une seule dépolarisation ventriculaire. Donc ici, il y a une conduction 2 pour 1. Avec retour donc à la ligne isoélectrique entre les ondes P. Voilà un autre exemple donc, où on a plus d'ondes P que de complexes QRS. Donc c'est une tachycardie atriale monofocale parce que les ondes de P ont la même morphologie avec rupture à la ligne isoélectrique. Cliniquement, rarement asymptomatique, donc souvent des palpitations, parfois une dyspnée, malaise ou syncope. Donc le retentissement hémodynamique dépend de 3 facteurs, donc dépend de l'âge, de la conduction auriculo-ventriculaire, plus la conduction est rapide, plus le retentissement hémodynamique est important, et la présence d'une cardiopathie sous-jacente. Ce qui est bon, donc, c'est qu'il n'y a pas de risque thromboembolique dans la tachysystolie. Les étiologies sont les mêmes que les extrasystoles auriculaires, mais à un stade avancé. Concernant le traitement, donc, il faut toujours commencer par traiter la pathologie causale. Pas de traitement anticoagulant puisqu'il n'y a pas de risque thromboembolique. Concernant le traitement des accès, donc quand c'est bien toléré, il faut commencer par un traitement médicamenteux qui est efficace dans 70% des cas. Donc les médicaments efficaces sont généralement les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, l'aténosine, le cordarone, la flicaïne. Si résistance au traitement médical ou donc si c'est mal toléré, on fait un choc électrique externe. Après donc le retour au rythme sinusal, on met un traitement antiarythmique préventif, c'est pour éviter les récidives. Donc le traitement à base des bêta-bloquants, des inhibiteurs calciques, du cordarone ou la flicaïne. Si c'est résistance, donc on peut faire une ablation par radiofréquence. Passons maintenant au quatrième arythmie auriculaire, qui est donc le flutter auriculaire. Le flutter auriculaire correspond à l'établissement d'un circuit de macro-réentrée avec des mouvements circulaires de dépolarisation de le myocarde auriculaire, le plus souvent au niveau de l'oreillette droite. Donc la fréquence du flutter auriculaire avoisine les 300 par minute et donne ce qu'on appelle les ondes F, ondes de C ou en 2i. Le nœud auriculo-ventriculaire donc transmet l'activité atriale vers les ventricules, le plus souvent en mode 2 pour 1, exceptionnellement donc 1 pour 1. Voilà donc les ondes F, donc c'est des ondes
de dépolarisation auriculaire qui sont très rapides à une fréquence de 300 par minute, sans retour à la ligne de base. Ici la conduction, donc sur, je ne sais pas, 10 ou 15 ondes F, donc on a un seul complexe QRS, donc conduction très ralentie. Ici par contre, donc la conduction est 3 pour 1, donc pour 3 ondes F, donc on a un complexe QRS, 3, 1, 3, 1. Donc la fréquence auriculaire est à 300 par minute, la fréquence ventriculaire est à 100 par minute, 300 divisé par 3, donc c'est 100. Ici la conduction est variable. Les flèches bleues donc indiquent les ondes F et les R en rouge donc indiquent les complexes QRS. Donc sur conduction variable 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, donc c'est variable. Cliniquement, rarement le flux est asymptomatique, donc de découverte fortuite. Souvent, donc, il y a une symptomatologie fonctionnelle, un type de sensation de palpitation, sensation de malaise, lipothymie, ou parfois donc d'angor, surtout chez les patients coronariens. Rarement, donc, la découverte est généralement faite sur des complications, soit thromboemboliques, AVC, AIT, ou hémodynamiques, donc tableau d'insuffisance cardiaque droit, tableau d'insuffisance cardiaque gauche, à type de API ou global. Les conséquences, donc on a deux conséquences, donc parce qu'il y a une stase du sang au niveau des oreillettes, donc il y a une complication thromboembolique et complications hémodynamiques par un problème de remplissage ventriculaire à cause de la fréquence auriculaire très rapide et donc inefficace. Concernant le traitement, puisqu'il y a un risque thromboembolique, donc on prescrit un traitement anticoagulant, c'est le risque thrombotique qui est supérieur au risque hémorragique. Deuxièmement, réduction du flux d'air, donc ça veut dire réduction, ça veut dire convertir le rythme, l'arythmie en rythme sinusal. Donc on utilise les médicaments comme les butylides, diphytylides, la cordarone. Si c'est mal toléré, on fait la réduction par choc électrique externe. Si c'est échec, donc à la réduction, on ralentit la fréquence ventriculaire par les bêta-bloquants, les anticalciques. Donc après le traitement de la crise, donc on donne un traitement préventif pour éviter les récidives. Donc d'abord les médicaments comme les bêta-bloquants, verapamil, diltiazem, cordarone. Si c'est résistance, donc on passe à l'ablation par radiofréquence qui est généralement très efficace. Arrivons maintenant au dernier trouble du rythme auriculaire, qui est la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, donc, c'est l'arythmie auriculaire la plus fréquente. Elle est due à la désynchronisation des cellules atriales, ce qui induit une activité atriale anarchique, irrégulière et extrêmement rapide. Donc, la transmission ventricule au travers le auricule ventriculaire est également anarchique, aléatoire, entraînant de ce fait donc un rythme ventriculaire très irrégulier, le plus souvent rapide, de l'appellation donc d'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Donc électriquement, il y a une absence d'activité électrique, donc remplacée par une trémulation de la ligne de base. Parfois au début, donc c'est la trémulation est à grosse maille, mais quand la CFA est très ancienne, donc la trémulation est à petite maille, donc presque donc un tracé plat. L'activité ventriculaire, par contre, donc les complexes QRS sont fins, mais donc un rythme irrégulier. Voilà, donc CFA à grosse maille. Cliniquement,
parfois donc de découvertes fortuites, donc quand la CFA est asymptomatique. Souvent, donc, une symptomatologie fonctionnelle à type de sensation de palpitation, parfois donc des malaises, rarement des lipothymies ou syncopes, sauf quand le rythme ventriculaire est très rapide. Rarement, donc, suite à des complications thromboemboliques ou hémodynamiques. Les conséquences, donc, il y a deux conséquences. D'abord, la stase du sang au niveau des oreillettes pour donner des complications thromboemboliques. Et chez les patients âgés ou chez les patients qui ont une cardiopathie sous-jacente, parfois la CFA donne une complication hémodynamique à type d'insuffisance cardiaque ou d'OAP. Concernant les étiologies, toutes les cardiopathies donc, peuvent donner une CFA à un stade avancé, comme les valvulopathies, surtout donc, le rétrécissement mitral et la pathologie qui donnent le plus souvent une CFA. Les cardiomyopathies, qu'elles soient ischémiques, hypertrophiques, infiltratives ou dilatées, les péricardites constrictives, l'hyperthyroïdie, les maladies respiratoires évoluées donc, qui retentissent sur les cavités droites. Parfois la CFA est idiopathique, sur cœur donc apparemment sain, et parfois elle est d'origine toxique, surtout chez les sujets alcooliques ou les drogués. Concernant la prise en charge, donc on commence toujours par l'anticoagulation aussi pour éviter les complications thromboemboliques. On évalue le risque thrombotique et le risque hémorragique. Et si le risque thrombotique est élevé, donc on donne un traitement anticoagulant. On ralentit la fréquence ventriculaire quand il est rapide par des médicaments qui agissent sur le nord auriculo-ventriculaire comme la dioxine, la cordarone, les bêta-bloquants. Quand la CFA donc n'est pas ancienne et donc il n'y a pas de pathologie non curable, donc on réduit la CFA en rythme sinusal par des antiarythmiques comme la cordarone, la flécaïne. Ces résistances donc on peut choquer le patient par un choc électrique externe. Après la réduction, donc on prescrit des médicaments antiarythmiques, c'est pour éviter les récidives. Maintenant, on passe aux troubles de rythme jonctionnel. Les troubles de rythme jonctionnel donc, regroupent l'ensemble des tachycardies qui prennent naissance au niveau de la jonction auriculo-ventriculaire. Donc, par un mécanisme soit de réentrée intranodale, comme la maladie de Beuvry, ou réentrée sur voie accessoire, comme les tachycardies réciproques. Il s'agit donc d'un trouble de rythme fréquent, en particulier chez les sujets jeunes évoluant exclusivement sur le mode paroxystique. Ici, donc, on va développer juste les tachycardies jonctionnelles par réentrée intranodale. Et donc, c'est des crises de tachycardie jonctionnelle qui surviennent le plus souvent sur un cœur sain et souvent chez les femmes. Ces crises sont assez stéréotypées. Elles sont donc de début et de fin brusque, une durée variable, donc allant de quelques minutes parfois jusqu'à quelques jours. À l'auscultation, nous trouvons tachycardie régulière, le plus souvent aux alentours de 200 par minute, avec une bonne tolérance fonctionnelle et généralement sur cœur sain. Ces crises de tachycardie sont appelées maladies de Beuvry. Donc, électriquement, donc, absence d'onde P avant le complexe QRS et avec une fréquence ventriculaire rapide, régulière, entre 160 à 230 par minute, et les complexes QRS sont généralement fins. Donc voilà, il n'y a pas d'onde P avant les complexes QRS, c'est une tachycardie à complexe QRS fin. C'est une tachycardie régulière. Bon, ici on a des ondes P après le complexe QRS et des ondes P rétrogrades. Voilà donc une tachycardie jonctionnelle à 220 par minute. Donc il y a juste des complexes QRS, il n'y a pas d'onde P. Et les complexes QRS sont fins. Voilà, et le rythme est régulier.
Voilà un autre exemple. Donc, absence d'onde P, juste la ligne isoélectrique avec des complexes QRS fins. Donc, ici, les flèches indiquent des ondes P rétrogrades. Donc, derrière le complexe QRS. Voilà un autre ECG qui montre une tachycardie jonctionnelle. Donc, une tachycardie régulière à complexe QRS fin et sans onde P avant le complexe QRS. Donc, concernant la prise en charge, souvent c'est sur le cœur sain. Donc, le nord auriculoventriculaire étant un élément indispensable au circuit de réentrée parce que ça se passe à l'intérieur du nord auriculoventriculaire et donc la base du traitement repose sur la dépression de la conduction nodale. Donc, traitement de la crise, on commence toujours par quand c'est bien toléré par les manœuvres vagales, donc soit un massage sino-carotidien, soit le réflexe nauséeux, soit la compression des globes oculaires. Donc, si c'est résistance, on prescrit donc, des antiarythmiques comme les anticalciques, les bêta-bloquants, l'adénosine. Si c'est mal toléré ou c'est résistant au traitement médical, le choc électrique externe, généralement, c'est très efficace. Donc, si la tachycardie est récidivante, donc on donne un traitement préventif de récidive à base de bêta-bloquants et des anticalciques. Donc, l'ablation par KT est rarement indiquée donc, quand il y a une résistance au traitement médical. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.